Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'unification italienne. Au début du 19e siècle, l'Italie n'est pas encore un pays uni comme celui d'aujourd'hui. C'est un territoire divisé en plusieurs États et largement dominé par des puissances étrangères. Mais certains des habitants rêvent déjà de libérer et d'unifier leur pays. Vous voulez en savoir plus sur l'unification italienne? Venez avec moi. Après la chute de l'Empire romain d'Occident à la fin de l'Antiquité, l'Italie perd son unité. Pendant de longs siècles, elle est envahie, divisée et partagée entre des peuples qui se font la guerre. Peu à peu, plusieurs États différents se créent et leurs frontières évoluent au cours de l'histoire. Le territoire italien est aussi très convoité par les grandes puissances européennes qui cherchent à s'en emparer. Entre le XVIe et le XIXe siècle, l'Italie passe sous la domination de l'Espagne, de l'Autriche puis de la France tout en restant morcelée. Bien qu'unie par la géographie, la langue et la religion, la péninsule italienne était depuis la fin de l'Empire romain divisée en plusieurs États. Au début du XIXe siècle, Napoléon Ier relève le titre de roi d'Italie et se l'attribue en complément de celui d'empereur des Français. Avec sa chute et la mainmise directe ou indirecte de l'Autriche sur la plupart des principautés italiennes, entraîne un retour division antérieure. Et dans les années 1820, les jeunes bourgeois libéraux imprégnés du romantisme révolutionnaire développent avec ferveur le rêve d'une Italie réunifiée comme à l'époque de l'Empire romain. En 1814, après de longues années de guerre en Europe, la France est vaincue par ses ennemis, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal. Les pays vainqueurs se réunissent au Congrès de Vienne. En 1815, le prince autrichien Metternich, conservateur et attaché à l'époque pré-révolutionnaire, son objectif est de retrouver la situation géopolitique telle qu'elle était avant la Révolution. À un détail près, il refuse l'unification des États italiens. Pour lui, l'Italie n'est pas un État politique, mais simplement une zone géographique. Mais les Italiens, qui ont le souvenir de l'occupation française lors de la campagne d'Italie en 1796, puis de la campagne de Napoléon Bonaparte en 1800, aspirent également à retrouver une unité et à s'extraire de l'occupation autrichienne. C'était l'époque d'avant 1815 où les différents États italiens partagent plus ou moins les mêmes lois. Le territoire italien est alors divisé en 7 États, dont 4 sont fortement contrôlés par l'Autriche. Les 3 États italiens qui restent indépendants sont le royaume de Piémont-Sardaigne, le royaume des deux Siciles et le royaume des États pontificaux. Les décisions prises lors du congrès de Vienne mécontentent certains intellectuels italiens qui en ont assez d'être dominés par des puissances étrangères et sont de plus en plus nombreux à vouloir un risorgimento. Et au XVIIIe siècle, des penseurs et des bourgeois italiens prennent conscience qu'ils ont une culture commune. Ils commencent alors à rêver d'une Italie unifiée comme dans l'Antiquité et libérée de l'occupation étrangère. À cette époque, c'est le poète Vittore Aliefri qui rend célèbre le mot risorgimento, qui signifie renouveau en français. Pour désigner ce désir de changement, au fil des années, de plus en plus d'Italiens y adhèrent et dans la seconde moitié du XIXe siècle, ils transforment peu à peu le rêve en réalité. Leur influence grandit, notamment dans le royaume de Piémont-Sardaigne, un peu partout en Italie. Ils organisent des complots et des tentatives de révolte contre l'Empire d'Autriche, mais leurs actions sont durement réprimées. L'avocat Giuseppe Mazzini veut organiser des révoltes populaires pour unifier l'Italie et instaurer une république. C'est dans ce but qu'il fonde le groupe Jeune Italie en 1831. Au contraire, Camillo Benso, le comte de Cavour, est lui aussi pour l'unification italienne. En 1847, il fonde le journal Il Reggimento, où il défend l'idée qu'il faut le mouvement s'allie avec les princes italiens pour mettre en place une monarchie. Le 18 août 1831, Charles Albert de Savoie instaure un Conseil d'État. Héritage du Conseil d'État napoléonien qu'il préside est composé d'un vice-président, de 3 présidents de session, finances, internes et justice, et de 34 conseillers. Cet organe est uniquement consultatif. Des tribunaux spéciaux règlent les controverses avec l'autorité. Il devient un ardent défenseur de l'absolutisme, s'opposant à la Révolution de Juillet qui a conduit sur le trône français Louis-Philippe par une alliance conclue avec l'Autriche qui est ratifiée en 1836. En cas de guerre avec la France, Charles-Albert de Savoie serait le commandant suprême des armées austro-sardes. L'alliance avec l'Autriche est consolidée par la politique dynastique. En 1842, le prince héritier Victor Emmanuel épouse sa cousine Marie-Adélaïde de Habsbourg.
La dynastie peut se considérer en sécurité en 1844 avec la naissance du prince héritier, le futur roi d'Italie, Humbert. L'année suivante voit également la naissance d'Amédée, futur roi d'Espagne. Les dernières années de son règne sont également étroitement liées à la campagne de 1848-1849 contre les Autrichiens, qui dans l'historiographie italienne est appelée la première guerre d'indépendance. Dans les années qui précèdent le conflit, il y a de nombreuses frictions entre l'Empire des Habsbourg, particulièrement sur le plan économique. Le projet de construction de chemins de fer Turin-Gênes et Milan-Turin qui menace Trieste comme le port privilégié pour les marchandises destinées à l'Allemagne. Il y a aussi les exportations de sel vers la Suisse, alors que selon un traité, la Suisse ne doit se procurer du sel qu'auprès de l'Autriche. Un tel accord, à l'époque, ne dérange pas le duché de Savoie, car il ne dispose pas de débouchés sur la mer, mais en raison du congrès de Vienne, la Ligurie fait désormais partie du royaume de Sardaigne. La réaction autrichienne est ferme. Elle introduit des droits de douane très élevés sur le commerce des vins et des fromages du Piémont, ce qui frappe durement l'économie sarde. Il convient d'ajouter les prétentions pour la conquête de la Lombardie et la haine ressentie par Charles-Albert de Savoie, qui a grandi avec des idéaux révolutionnaires à l'encontre de l'Autriche. En outre, le roi ne supporte pas l'arrogance autrichienne qui voit dans le Piémont à peine un peu plus qu'une province. Il faut ajouter les mouvements insurrectionnels qui éclatent dans presque toute la péninsule italienne. Pour sa part, le roi se rapproche toujours plus de la reconnaissance de la Savoie comme l'épée du pape, conforté par l'élection de Pie IX, ce qui accroît sa confiance dans la réalisation de ses rêves de jeunesse d'une part et dynastique de l'autre. À la suite de l'échec de Charles-Albert, son fils Victor-Emmanuel II arrive au pouvoir en Piémont-Sardaigne. En 1851, il nomme le comte de Cavour, un partisan du Risorgimento, comme chef du gouvernement. Tous deux affirment leur volonté de libérer et d'unifier l'Italie, mais ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide pour combattre l'Autriche. À partir de 1849, on peut lire sur les murs des villes italiennes Viva Verdi. Mais qui est ce mystérieux Verdi? Pour ne pas alerter les autorités autrichiennes, les partisans du Risorgimento prétendent qu'il s'agit de Giuseppe Verdi, un célèbre compositeur. Mais en réalité, ce sont les premières lettres de Victor Emmanuel, roi d'Italie. Ce graffiti est une façon pour eux de soutenir discrètement le roi de Sardaigne. Le comte de Cavour voit dans la guerre de Crimée une occasion de porter la question de la nationalité italienne sur la scène internationale, à la faveur de la conférence qui ne va pas manquer de conclure les hostilités. Il s'agit pour lui de s'engager aux côtés de la France et du Royaume-Uni, allié de l'Empire ottoman, contre Nicolas Ier, tsar de Russie, qui occupe la Valaquie et la Moldavie à leur possession ottomane. Avec l'approbation de Victor-Emmanuel II, Cavour débute les négociations en vue d'obtenir des Français et des Britanniques la garantie que la question sera abordée lors des traités. En octobre 1555, la Russie demande la paix, qui est signée lors du Congrès de Paris. Comme prévu, la Sardaigne utilise cette réunion internationale pour traiter du cas de l'Italie et condamne le gouvernement absolutiste de Ferdinand II de Naples. Le gouvernement sarde annonce de graves désordres et parle d'oppression par un gouvernement étranger. Le gouvernement autrichien se sent mis en cause et Karl Buow, ministre des Affaires extérieures de François-Joseph Ier de Habsbourg, s'exprime en ces termes. L'Autriche ne peut admettre le droit que le comte de Cavour a attribué à la cour de Sardaigne de hausser la voix au nom de l'Italie. En 1858, lors d'une rencontre secrète, Victor-Emmanuel II et le comte de Cavour négocient une alliance avec Napoléon III, l'empereur des Français. L'année suivante, le Piémont-Sardaigne et la France se lancent dans une guerre contre l'Autriche. Après plusieurs batailles, la paix est signée. Le Piémont-Sardaigne annexe la Lombardie. Il rattache aussi une partie de l'Italie centrale avec le soutien de la population. En échange de son aide, la France obtient le comté de Nice et la Savoie. En 1860, un soulèvement de la population éclate contre le roi des deux Siciles. Giuseppe Garibaldi, un militaire allié du Piémont-Sardaigne, en profite pour mener l'expédition des Mille. Avec 1 millier de soldats volontaires surnommés les Chemises Rouges, il vient en aide aux révoltés et parvient à conquérir la Sicile et toute la moitié sud de l'Italie. Il livre ensuite ses territoires au royaume de Piémont-Sardaigne. En 1861, un parlement italien se réunit pour la première fois à Turin, la capitale du Piémont-Sardaigne. Il proclame la naissance du royaume d'Italie et Victor-Emmanuel II devient le nouveau roi du pays. L'Italie est presque unifiée,
mais elle n'a pas encore les frontières qu'on lui connaît aujourd'hui. À la naissance du royaume d'Italie, la ville de Venise est encore aux mains des autorités autrichiennes. Mais en 1866, une nouvelle guerre éclate en Europe. Elle oppose la Prusse à l'Autriche. Le royaume d'Italie fait une alliance avec la Prusse. Mais il perd plusieurs batailles. La Prusse gagne finalement la guerre et permet au royaume d'Italie d'annexer Venise et sa région. Victor Emmanuel II souhaite aussi que Rome soit annexée à son nouveau royaume. Mais à l'époque, cette ville appartient au pape, qui est allié à la France. L'Italie tente plusieurs fois de s'emparer de Rome, mais les troupes françaises s'y opposent pendant plusieurs années. Toutefois, en 1870, Napoléon III perd son pouvoir et cesse de défendre la ville. Dès lors, les troupes italiennes parviennent à entrer dans Rome. L'année suivante, elle devient la capitale du pays. À la fin du XIXe siècle, l'Italie forme un royaume unifié et indépendant, mais certains considèrent qu'il manque encore des morceaux pour qu'il soit complet. Par exemple, les villes de Trieste et de Trente, ainsi que la région de l'Istrie et de la Dalmatie. Ces territoires appelés terres irridantes par les Italiens appartiennent à l'Autriche, mais beaucoup de leurs habitants parlent la langue italienne. À la fin de la Première Guerre mondiale, la situation évolue. L'Italie, qui fait partie des vainqueurs, reçoit une partie de ces terres, notamment le Trentin, Trieste et l'Istrie. Mais les Italiens auraient voulu obtenir plus. En 1922, Mussolini arrive au pouvoir et revendique de nouveaux territoires comme la Corse, Nice, la Savoie et Malte. Cela le conduit à s'engager aux côtés de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. À la suite de sa défaite, son régime s'effondre. L'Italie prend alors ses frontières actuelles, sauf à Trieste, où il faut attendre 1975 pour que le tracé de la frontière soit définitif. Comme on l'a vu, la conscience de l'existence d'une culture italienne spécifique a bien donné naissance à un mouvement culturel important, le Risorgimento, qui traduit l'aspiration des Italiens à prendre en charge leur devenir politique. Mais l'influence autrichienne sur la péninsule interdit toute expression du mouvement national italien. Celui-ci prend de l'importance tout au long des années 1850, en s'appuyant sur le royaume de Piémont-Sardaigne de Victor Emmanuel II. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.